Monsieur, je sais comment faire marcher votre fils à nouveau, dit la petite fille au homme d'affaires. Quelque chose le fit s'arrêter, et ce qu'il entendit le laissa choqué. La pluie tombait sans relâche sur les trottoirs de Paris, brouillant les vitres du grand SUV noir stationné devant la clinique de rééducation neurologique du 16e arrondissement. Pierre Lemoine, costume gris impeccablement ajusté, restait immobile sous le auvent, les mains dans les poches, le regard fixé sur le vide. Autour de lui, la ville semblait pressée, mais lui, il était figé dans un autre temps, un autre espace. À l'intérieur de la clinique, son fils de 8 ans, Thomas, subissait une séance de rééducation comme tous les matins depuis près de 5 mois. Et comme tous les matins, Pierre ne l'accompagnait pas. Depuis l'accident, il évitait soigneusement de croiser le regard de l'enfant. L'image du petit corps inerte, coincé entre les débris métalliques de leur voiture, hantait ses nuits. Il avait été au volant. Un simple détour après une réunion tardive, un moment d'inattention, une pluie fine, et tout avait basculé. Thomas, jusque-là plein de vie, joueur et curieux, était désormais prisonnier d'un fauteuil, roulant. Et Pierre, l'homme d'affaires respecté, maître de stratégie et de négociation, n'était plus que l'ombre de lui-même. Claire, son épouse, avait tenté de maintenir une forme de normalité au sein de la maison. Mais chaque tentative d'affection, chaque discussion sur l'état de Thomas, se heurtait à un mur. Pierre répondait par le silence ou par des absences prolongées au bureau. Le couple survivait entre 2 soupirs et 3 non-dits. Leur appartement du boulevard Haussmann était devenu un espace de transit, froid et sans voix. Pierre, malgré son pouvoir et ses ressources, ne trouvait pas de solution. Et ce sentiment d'impuissance l'engloutissait chaque jour un peu plus. Ce matin-là, alors que le moteur du SUV ronronnait à l'arrêt et que le chauffeur vérifiait son téléphone, une silhouette inattendue interrompit la grisaille. Une petite fille, pas plus haute que la portière, se tenait devant Pierre. Ses vêtements étaient simples, légèrement trop grands pour elle, et elle portait une vieille veste en jean recousue au coude. Ce qui attirait le regard, cependant, c'était sa grande mochila rouge, usée jusqu'aux coutures, pendue d'un seul côté sur son épaule. Elle leva les yeux vers lui, sans peur, avec une étrange gravité. Pierre fronça les sourcils, déstabilisé par l'assurance inhabituelle de cet enfant inconnu. Elle semblait tout droit sortie d'un autre monde ou d'un souvenir lointain. « Monsieur, je sais comment faire pour que votre fils marche de nouveau. » La phrase, prononcée avec calme, résonna étrangement dans l'air humide. Pierre cligna des yeux, comme pour chasser une hallucination. Il esquissa un sourire nerveux, croyant à une plaisanterie ou à une de ces folies enfantines sans fondement. « Pardon? Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Je sais comment faire pour qu'il marche, » répéta-t-elle, plus doucement. Cette fois, Pierre la regarda, les mâchoires tendues. L'espace d'un instant, il fut tenté de l'ignorer, de rentrer dans la voiture, de fuir cette conversation absurde. Mais quelque chose, dans ses yeux peut-être, ou dans l'étrangeté, de la scène, l'empêcha de bouger. Le nom de Thomas ne figurait nulle part. Et pourtant elle savait. Elle parlait de lui, de son fils. « Qui t'envoie? Tu connais Thomas ?» La fillette secoua la tête. « Je m'appelle Jeanne, et je peux vous montrer où aller. » Le chauffeur, inquiet, s'était tourné vers eux. Pierre leva légèrement la main pour lui indiquer de rester calme. Il plissa les yeux, examinant la petite. Son accent trahissait des origines provinciales, peut-être la région de Tours ou d'Angers. Pas parisienne en tout cas. Mais ce n'était pas ce détail qui le troublait le plus. C'était sa certitude. Elle ne suppliait pas. Elle ne cherchait pas à vendre quelque chose ni à attendrir. Elle énonçait un fait, comme on annoncerait l'heure ou la météo. Pierre soupira, agacé par lui-même. « Écoute, Jeanne, ce que tu dis est gentil. Mais il est suivi par les meilleurs spécialistes, des gens diplômés, réputés. Tu comprends ce que je veux dire ?» Jeanne le fixa sans ciller. « Fait ça a changé quelque chose ?» Il resta muet. Le ton n'était ni agressif ni insolent. C'était une simple question. Une de celles qui mettent les adultes face à leurs propres limites. Le genre de question qu'on n'ose plus poser après l'enfance. Pierre regarda sa montre, puis Thomas à travers la vitre embuée du hall. Le garçon regardait droit devant lui, le visage éteint. Il aurait voulu croire que tout allait s'arranger, qu'un jour, le fauteuil serait rangé au grenier comme un vieux jouet. Mais chaque jour, il doutait un peu plus. Jeanne fit un pas en arrière. « Vous n'avez pas besoin de croire tout de suite. Juste de m'écouter. 5 minutes. » Il hésita,
Le froid lui mordait les doigts, mais quelque chose d'irrationnel le retenait là. Il acquiesça lentement à contre-cœur, sans vraiment comprendre pourquoi. Jeanne hocha la tête avec sérieux, comme si elle avait déjà prévu ce moment depuis longtemps. « Bien, dit-elle, je vais vous expliquer. » Et pendant que la ville continuait de courir, insensible et bruyante, Pierre Lemoine écouta pour la première fois depuis des mois une voix qui ne venait ni d'un expert, ni d'un conseiller, ni d'un médecin. Une voix venue d'ailleurs d'une petite fille inconnue, portant une promesse aussi absurde que bouleversante. Pierre, malgré lui, restait debout face à Jeanne, étrangement attentif. Autour d'eux, le monde paraissait flou, comme si la pluie avait brouillé plus que les vitres. Les sons de la ville s'étaient éloignés, et seule comptait cette conversation absurde, presque irréelle. Jeanne, les mains serrées autour, des bretelles de son vieux sac, le regardait comme on regarde quelqu'un qui a besoin d'aide, mais qui l'ignore encore. « Il y a une femme, dit-elle enfin, près de Tours, une ancienne professeure. Elle ne travaille plus depuis longtemps. Elle a été obligée d'arrêter, mais elle continue à aider les enfants, gratuitement. » Pierre leva un sourcil, encore sceptique mais sans l'interrompre. Elle a inventé un moyen, quelque chose qu'elle ne montre à personne. Pas de vidéo, pas d'explication dans les livres. Elle le fait seulement quand elle sent que c'est juste. « Et toi, tu es une de ses élèves, c'est ça ?» Jeanne baissa un instant les yeux. « J'ai été comme Thomas. Pas exactement pareil, mais je ne marchais plus. Elle m'a aidé. J'ai pas tout récupéré, pas complètement. Mais j'ai pu faire des choses que personne croyait possibles, même ma mère. » Pierre croisa les bras. Une histoire touchante, sans doute enjolivée. Combien de cas comme celui de Thomas n'avait-il pas lu? Il connaissait les rapports, les pourcentages de récupération, les courbes d'évolution des lésions neurologiques. Le cerveau d'un enfant a des ressources, oui, mais il y a des limites, des murs, et les murs ne s'abattent pas avec de la bonne volonté. Et cette femme, elle est quoi? Une guérisseuse? Une voyante? Elle s'appelle Odile Marais. Elle enseignait à l'école de physiothérapie de Tours. Elle a quitté son poste. On a dit que c'était parce qu'elle avait des méthodes non validées. Mais elle s'en fiche. Elle continue à travailler dans une vieille école abandonnée, un peu en dehors de la ville. Elle aide les enfants qui viennent jusqu'à elle. Pierre hocha lentement la tête. Il ne savait pas s'il devait être amusé ou alarmé. Il y avait quelque chose d'inconfortable dans cette scène. Ce n'était pas simplement le discours étrange de Jeanne, c'était ce qu'il provoquait en lui. Une ouverture, une fissure dans son armure. « Tu racontes ça à tous les parents que tu croises devant la clinique ?» Jeanne ne répondit pas tout de suite. Elle regarda la façade du bâtiment derrière lui, puis son regard revint vers les yeux de l'homme. « Non, seulement à ceux qui ont besoin d'entendre. » La réplique l'étonna. Elle n'avait que 10 ou 11 ans, mais son ton trahissait une maturité qui n'avait rien d'enfantin, comme si chaque mot avait été pesé. Pierre regarda l'heure. Il devait être en réunion dans 20 minutes. Un appel urgent avec un client de Montréal. Il aurait dû monter dans la voiture, refermer la porte, oublier cette rencontre. Mais il restait là, cloué au sol par une sorte de vertige, et cette question qui revenait, inlassable, dans la bouche de cette fille aux chaussures trouées. « Vous avez tout essayé, monsieur ?»« Tout? Vraiment tout ?» Il ouvrit la bouche, prêt à balayer ses propos d'un geste, mais le mot mourut sur ses lèvres. Il pensa aux rendez-vous médicaux, aux centres ultra spécialisés, aux électrodes, aux simulations, aux discours techniques et à l'expression figée de Thomas, au fauteuil, à son propre éloignement. Il ne répondit pas. Jeanne sembla comprendre ce silence. « Si vous changez d'avis, je suis là tous les mercredis, après l'école. » Elle ouvrit son sac rouge, en sortit un carnet plié, y écrivit quelque chose rapidement, puis le glissa dans sa poche. Pierre n'eut pas le temps de voir ce que c'était. Et comment je sais que tout ça n'est pas une invention? Jeanne haussa légèrement les épaules. Vous ne pouvez pas. Il faut juste décider si ça vaut la peine de venir voir. Et sans un mot de plus, elle fit demi-tour et s'éloigna, longeant les murs, ses baskets trempées éclaboussant les flaques sales. Pierre la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle disparaisse au coin de la rue. Une bourrasque de vent fit claquer son manteau, lui rappelant qu'il était resté dehors bien trop longtemps. Dans la voiture, le silence était lourd. Le chauffeur le regarda dans le rétroviseur, mais ne dit rien. Pierre se contenta d'ordonner « le bureau » et tout le trajet. Il ne dit pas un mot. Mais dans son esprit, la phrase tournait en boucle comme une rengaine obsédante. « Vous avez tout essayé? Tout ?» Le soir même, en rentrant à l'appartement,
Claire l'attendait dans le salon, une tasse de thé à la main. Elle lui lança un regard fatigué. La tension entre eux n'était plus une tension. C'était un état permanent, figé dans le marbre du quotidien. Il s'assit sans un mot. « Tu ne dis rien à propos de la séance de Thomas ?» demanda-t-elle enfin. « Il fait de son mieux. » « C'est tout ce que tu trouvais à dire ?» Il haussa les épaules. « Il y a eu une fille, ce matin, devant la clinique. Elle m'a raconté une histoire complètement folle. » Claire fronça les sourcils. « Une fille ? Une gamine ? Elle prétend connaître quelqu'un qui peut aider Thomas, une ancienne prof, à Tours. » Elle reposa la tasse. « Et tu l'as cru ? » ?»« Bien sûr que non. » Un silence. « Mais je l'ai écouté. » Claire le regarda longtemps, puis détourna les yeux. « C'est une enfant, Pierre. Une enfant avec un sac à dos et des histoires. Tu veux vraiment placer nos espoirs dans ce genre de rencontre ?» Il ne répondit pas. Pas tout de suite. Parce que dans le fond, il ne savait plus très bien où commençaient les absurdités et où s'arrêtaient les solutions rationnelles. Et dans sa poche, bien au fond, un petit bout de papier patientait en silence. 2 jours passèrent, pleins d'appels manqués, de dossiers empilés, de discussions creuses autour de tableaux de chiffres. Pierre Lemoine s'efforçait de noyer, dans les habitudes, ce qui n'avait rien de rationnel. Une fillette inconnue, une promesse sans preuve, un nom griffonné à la hâte. Pourtant, malgré son obstination à revenir au monde des adultes sérieux, il sentait que quelque chose en lui résistait. Une fissure s'était ouverte et à travers elle filtrait une lumière différente, désordonnée, mais irrésistiblement humaine. Ce fut en cherchant ses clés dans la poche intérieure de son manteau qu'il retrouva le papier. Un petit rectangle de carnet plié en 4. Dessus, une écriture maladroite. « Si vous changez d'avis, je suis là les mercredis après. L'école. » Aucun nom, aucun numéro, juste ça. Et au verso, une petite carte dessinée à la main, indiquant une zone périphérique près de Tours, avec 2 noms de rues gribouillés. Il hésita une dernière fois, puis tapa le nom Odile. M'arrête sur son ordinateur. Quelques articles universitaires, des publications anciennes, une mention discrète sur un forum de kinésithérapie. Rien de vraiment concluant. Mais dans un billet de blog daté d'il y a 7 ans, un ancien élève la décrivait comme une excentrique brillante, persuadée que les enfants peuvent apprendre à réapprendre, même quand le corps oublie. Le billet s'arrêtait sur une phrase étrange. « Elle ne soigne pas, elle libère. » Claire refusa d'entrer dans la conversation lorsqu'il lui parla de sa possible visite à Tours. « Tu vas vraiment perdre ton temps avec ça ? Une école en ruine ? Une femme qu'on ne trouve même pas dans les bases officielles ? J'ai besoin de voir par moi-même. Juste voir. Tu as besoin de rester ici, avec ton fils. » Cette fois, il ne répondit rien. Il savait qu'il n'était pas le père qu'il aurait dû être, mais il avait l'intuition qu'il n'était pas totalement perdu. Il voulait au moins tenter, même si c'était insensé. Le samedi suivant, il prit le train de 6h30 du matin pour Tours. Il n'emporta ni ordinateur ni dossier, juste le petit plan dessiné par Jeanne. Arrivé à la gare, il prit un taxi pour le quartier indiqué. La ville s'éveillait, lentement sous un ciel pâle. Les rues qu'il traversa ensuite à pied étaient bordées de maisons basses, de volets clos et de jardins envahis par les herbes folles. L'endroit où la carte s'arrêtait ressemblait à une ancienne école communale. Le portail en fer, tordu, laissait entrevoir une cour envahie par les feuilles mortes. Une aile du bâtiment portait encore un écriteau effacé. « École Jean Moulin, maternelle et élémentaire. » Pierre hésita, poussa lentement le portail qui grinça en protestant. L'intérieur avait des airs de fin du monde modeste. Des tableaux noirs, des cartes murales délavées, des pupitres empilés dans un coin. Mais au fond du couloir principal, une porte entr'ouverte laissait passer une lumière chaude. Il s'en approcha, le cœur battant plus vite que prévu. Elle était là, une femme âgée assise sur une chaise en plastique bleu, cheveux blancs attachés en chignon bas, lunettes épaisses, pull en laine épaisse. Elle tenait un carnet sur les genoux et ne sembla pas surprise de le voir. « Vous êtes en retard, dit-elle sans lever les yeux. Pierre resta figé. « Vous me connaissez ?» Elle tourna doucement la tête vers lui, le dévisagea sans animosité. « Vous êtes le père du garçon. Ça se voit. L'absence, la peur, la colère, ça se lit sur le visage. Vous ne croyez pas encore à ce que vous faites ici. Et pourtant, vous êtes venu. Jeanne m'a parlé de vous. Jeanne parle trop.
mais elle a bon cœur, et elle voit ce que d'autres refusent de voir. Il avança d'un pas, mal à l'aise. « Ce que vous faites ici, ce n'est pas reconnu. Ce n'est pas médicalement validé. Je ne cherche pas à l'être. Les enfants n'ont pas besoin de validation, ils ont besoin de présence, d'engagement, de lien entre les gestes et les émotions. Je ne répare pas des corps. J'essaie de réveiller des chemins. Et vous, vous êtes prêt à suivre ce chemin ?» Il baissa les yeux, pris au piège de sa propre quête. Elle poursuivit, d'une voix plus douce. « Il y a une condition, vous devez être là, chaque jour, tous les jours. Pas de réunion, pas d'excuses, pas d'absence, même légitime. » Pierre tenta un sourire ironique. « Vous demandez à un homme d'affaires, parisien, de s'installer dans une école en ruine à Tours pendant des semaines. Je vous demande d'être père. Rien de plus. » Il resta silencieux, puis hocha la tête, lentement. « D'accord, je reviendrai, avec Thomas. Alors je vous attends lundi matin, 8 heures, pas 8h05. » Elle reprit son carnet, comme si tout était déjà scellé, comme si elle l'avait toujours su. Pierre quitta la pièce, le pas incertain. Il ne comprenait pas encore ce qui l'avait poussé à accepter, mais il savait que pour la première fois depuis l'accident, il avait fait un pas vers quelque chose d'inconnu, et peut-être, juste peut-être, vers la lumière. L'annonce du projet de Pierre fut accueillie par Claire avec une stupeur glaciale. Elle le regarda comme si elle découvrait un homme qu'elle ne reconnaissait plus. La veille, il était encore dans les tours de verre, entouré de chiffres et de stratégies. Et maintenant, il parlait de s'installer temporairement à Tours, dans une école à moitié en ruine, avec leur fils. Elle posa sa tasse sur la table de la cuisine, un geste sec, trop net. « Tu veux dire que tu vas emmener Thomas chez cette vieille dame sortie de nulle part? C'est ça ton plan ?» C'est plus qu'un plan. C'est une possibilité, une vraie. Une possibilité venue d'une enfant de la rue, Pierre. Tu t'entends parler? Il soutint son regard sans hausser la voix. Ce que nous faisons ici, ce que les médecins font, ça ne fonctionne pas. Pas vraiment, et tu le sais. Et toi, tu crois qu'une femme rejetée par ses pairs, dans une école abandonnée, va faire mieux que la meilleure clinique de Paris? Il se passa une main sur le visage. Il était fatigué, pas physiquement, mais de cette guerre silencieuse entre eux. Fatigué de faire semblant de croire que tout allait bien. Fatigué de vivre au bord du gouffre, sans jamais y plonger, ni s'en éloigner. Elle ne promet rien, mais elle exige qu'on s'implique, moi surtout. Je dois être là chaque jour, je le ferai. Claire détourna les yeux. Elle connaissait ce regard. C'était celui qu'il avait quand il prenait une décision irrévocable. Elle n'argumenta pas davantage. Mais quelque chose se brisa entre eux, un éclat qu'ils ne pourraient plus ignorer. Le lundi matin, ils firent le trajet jusqu'à Tours tous les trois. Thomas, silencieux comme toujours, ne posa aucune question. Il ne semblait ni inquiet ni curieux. Depuis des mois, il s'était habitué à n'attendre rien, à s'adapter, à survivre sans se projeter. Il serrait contre lui un petit dinosaure en peluche, unique vestige des jours d'avant. L'arrivée dans la cour de l'école fut étrange, presque solennelle. Odile les attendait sur le perron, immobile dans sa chaise bleue. Elle salua Thomas d'un simple signe de tête. « Bonjour, jeune homme, on va faire connaissance. » Thomas la fixa sans répondre. Pierre se pencha à son niveau. « C'est ici qu'on va venir chaque jour, d'accord ?» Le garçon ne réagit pas, et Claire, restée près de la voiture, les observait. Elle ne descendit pas. Elle croisa les bras, l'air résigné. Odile fit signe à Pierre d'entrer avec eux. La salle qu'elle utilisait n'avait rien de médical. Pas de machine, pas de lit d'examen. Des tapis, des cordes suspendues, des ballons de différentes tailles, des miroirs en morceaux fixés au mur. Une lumière douce filtrait par les anciennes fenêtres. Cela ressemblait plus à une salle de jeu qu'à une salle de thérapie. La première heure fut silencieuse. Odile observait. Thomas restait figé, muré dans son fauteuil, refusant le moindre contact. Elle ne le força pas. Elle parla à Pierre. De gestes, de regards, d'écoute. Pas une fois elle ne demanda à Thomas de se lever. Elle attendait. Elle expliquait à voix basse, sans théorie, sans jargon. Le corps suit parfois quand le cœur se sent attendu. Pas aimé, attendu. Claire ne resta pas pour les jours suivants. Elle repartit à Paris, laissant à Pierre la tâche d'essayer. Chaque matin, il se levait avant l'aube, préparait Thomas, l'installait dans la voiture de location et roulait jusqu'à l'école. Chaque jour, il entrait avec lui. Et chaque jour, Odile leur parlait à tous les deux, parfois à travers des exercices simples,
parfois à travers des silences. Une semaine passa, puis 2. Thomas ne parlait toujours pas, mais ses yeux suivaient. Il réagissait. Lors d'un exercice avec des balles colorées, il sourit faiblement. Puis il détourna le regard comme honteux. Pierre sentit une chaleur inconnue remonter en lui. Il n'avait pas vu ce sourire depuis l'accident. Le 3e lundi, alors qu'ils étaient en train de faire rouler une balle de mousse vers une cible, Thomas posa sa main sur celle de Pierre, un contact bref mais volontaire. Odile s'interrompit, les observa. Elle ne dit rien. Elle prit une note dans son carnet. Cette nuit-là, Pierre appela Claire. Il a souri. Elle resta silencieuse. Il a souri, Claire. Tu m'entends? Je t'entends. Mais un sourire n'est pas une guérison. Non, c'est un début. Elle raccrocha sans ajouter de mots. Mais il crut percevoir dans son silence une infime fêlure, comme si elle aussi commençait à espérer contre sa volonté. Le lendemain, Odile leur fit faire un exercice avec un miroir. Thomas devait regarder son propre reflet pendant qu'il tentait de bouger ses doigts. Il refusa, puis il céda. Lentement, ses yeux croisèrent les siens dans le miroir. Pierre, derrière lui, posa une main sur son épaule. « Je suis là, je reste là. » Et pour la première fois depuis 5 mois, Thomas murmura d'une voix si faible qu'il faillit ne pas l'entendre. « Papa. » Pierre sentit ses jambes vaciller. Il se pencha, le serra contre lui, les larmes aux yeux. Il ne répondit pas, il ne le pouvait pas. Il se contenta de tenir son fils, longtemps, comme on tient quelque chose qu'on avait cru perdu à jamais. Le vent d'automne s'était levé, sur Tours, glissant entre les branches dénudées et soulevant les feuilles dans la cour de l'ancienne école. Le ciel, bas et gris, semblait vouloir refermer le monde sur lui-même. Cela faisait maintenant près de 3 semaines que Pierre et Thomas répétèrent leur étrange rituel. Chaque matin, ils prenaient la route en silence, s'installaient dans la pièce aux tapis usés et attendaient qu'Odile leur montre, sans jamais rien imposer, une nouvelle manière d'habiter le corps et le temps. Les progrès de Thomas étaient ténus, presque invisibles aux yeux d'un observateur extérieur. Mais Pierre, lui, les voyait. Il les sentait, dans les regards qui se faisaient plus longs, dans les gestes qui frôlaient l'intention, dans la présence de plus en plus consciente de son fils. Il apprenait à lire ces signes comme on déchiffre un langage oublié. Et ce nouveau langage valait chaque seconde volée à son ancienne vie. Un matin, alors qu'il enfilait son vieux manteau gris, le même qu'il portait le jour où il avait rencontré Jeanne, il sentit quelque chose crisser dans la poche intérieure. Il glissa la main pensant y trouver un ticket de métro ou une vieille carte de visite. Ce qu'il en sortit, en revanche, le figea. Un petit papier plié, jauni par les jours passés, contre la doublure du manteau. Il le déplia lentement. C'était un billet écrit à la main. L'écriture était clairement enfantine, mais soignée, appliquée. Il reconnaissait cette écriture. « Si vous changez d'avis, je suis ici les mercredis, après l'école. Pas de signature, pas d'explication. Juste ces mots. » Il relut le message plusieurs fois comme s'il y avait entre les lignes une vérité encore plus grande que celle écrite. Et il se demanda pourquoi l'avait-il oublié. Pourquoi ce billet si important était resté caché tout ce temps dans la doublure de son manteau? Peut-être parce qu'il n'était pas encore prêt à le lire. Ce mercredi-là, Pierre quitta l'école un peu plus tôt. Il laissa Thomas entre les mains d'Odile et marcha jusqu'au petit square où il avait rencontré Jeanne pour la première fois. Il resta là, debout, les mains dans les poches, guettant chaque silhouette d'enfant qui passait. Mais Jeanne ne vint pas. Il revint le lendemain. Puis, la semaine suivante. Rien. Frustré, il interrogea quelques passants du quartier, montrant une photo qu'il avait trouvée dans la brochure d'un centre municipal. Un cliché de groupe où figurait une fillette au sac rouge, debout au milieu d'autres enfants. Plusieurs reconnaissèrent le visage. Elle traîne parfois du côté de la rue du Pressoir. Elle vit chez une vieille dame, je crois, répondit un homme en vélo. Le surlendemain, Pierre s'y rendit. Un quartier encore plus ancien, un peu délabré, mais calme. Il marcha longuement, demandant à chaque commerçant, chaque habitant au seuil de sa porte. Finalement, une boulangère, les mains pleines de farine, hocha la tête. « Jeanne ? Oui, elle vient parfois chercher du pain ici. Elle vit avec une dame un peu à l'écart, une ancienne infirmière, je crois. Vous avez une adresse ? Non, mais suivez cette ruelle, puis prenez à gauche au petit muret en pierre. Il y a une maison à volets verts. C'est là, je pense. » Il suivit les indications, le cœur battant.
Il se sentait idiot, un homme adulte, errant à la recherche d'une fillette comme on chercherait un oracle. Mais quelque chose le poussait. Il avait besoin de la revoir. Besoin de comprendre pourquoi elle l'avait choisi, pourquoi elle avait su que ce chemin si improbable pouvait être le leur. La maison aux volets verts était modeste. Un petit jardin encombré de pots, une balançoire, abandonnée, un banc en fer rouillé. Il frappa à la porte. Ce fut une dame aux cheveux courts, environ 60 ans, qui ouvrit. Elle le regarda sans hostilité, mais avec prudence. « Bonjour, je cherche Jeanne. Une jeune fille. Elle porte souvent un sac rouge. » Elle plissa les yeux puis sembla comprendre. « Vous êtes monsieur Lemoine, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, surpris. « Elle m'a parlé de vous, attendez ici. » Quelques minutes plus tard, Jeanne apparut. Elle portait une salopette trop grande, un pull rayé et le même sac rouge à l'épaule. Quand elle vit Pierre, elle s'arrêta, puis s'approcha lentement. « Vous avez trouvé la lettre, dit-elle simplement. « Oui, je voulais te remercier. » Elle haussa légèrement les épaules. Ce n'était pas pour être remerciée. Alors pourquoi l'avoir fait? Elle le regarda droit dans les yeux, puis répondit « Parce que je n'ai jamais eu de père qui reste, et je ne voulais pas que Thomas grandisse comme moi. » Pierre sentit sa gorge se nouer. Il aurait voulu dire quelque chose, mais aucun mot ne semblait à la hauteur. « Tu étais patiente d'Odile, n'est-ce pas? » « Oui, elle m'a appris que marcher, ce n'est pas seulement se lever, c'est aussi se sentir capable d'aller vers quelqu'un. Vous avez fait ça. Vous êtes allé vers lui. » Pierre sourit tristement. « Je ne sais pas si je peux réparer ce qui a été brisé. Personne ne peut, mais on peut choisir ce qu'on fait avec les morceaux. » Il la remercia à nouveau, cette fois avec plus de sincérité. Puis il demanda « Tu viendras à l'école? Thomas serait content. » « Pas encore. Il n'est pas prêt à me voir comme celle qu'il a mis sur cette route. Il doit croire que c'est lui qui a décidé. Et c'est vrai. » Pierre hocha lentement la tête. Il comprenait. Enfin, ce soir-là, en rentrant, il trouva Thomas éveillé, plus alerte que d'habitude. « Où étais-tu » demanda-t-il. Pierre sourit. « J'ai retrouvé une amie. » Et pour la première fois, Thomas tendit les bras. Pas pour demander à être porté, mais pour une étreinte. Les jours suivants furent d'une clarté étrange, comme si un nuage invisible s'était lentement levé au-dessus de leur quotidien. Pierre arrivait chaque matin un peu plus tôt à l'école, préparant la salle avec soin, plaçant les balles, les coussins, les tapis comme Odile l'avait montré. Il ne se contentait plus de regarder Thomas participer. Il l'accompagnait dans chaque exercice, répétait les mouvements, soufflait avec lui quand il fallait tenir plus longtemps. Il découvrait qu'être père, ici, c'était aussi transpirer, tomber, recommencer et parfois se taire. Odile observait toujours depuis sa chaise bleue posée à l'extrémité de la pièce. Elle bougeait peu, mais rien ne lui échappait. Un muscle qui tressaillait, un regard fuyant, une tension dans une articulation. Elle semblait voir au-delà de la chair, comme si elle lisait le corps comme un livre. Lorsqu'elle parlait, ses phrases étaient brèves, claires, parfois abruptes. Elle n'offrait pas de consolation. Elle montrait le chemin. Et chaque fois qu'un progrès survenait, elle ne s'en réjouissait pas bruyamment. Elle notait, discrète, dans son carnet, à la couverture bleue. Un mercredi matin, alors que Pierre l'aidait à ajuster une sangle pour un exercice d'équilibre, il osa poser une question qui le hantait depuis leur première rencontre. « Comment saviez-vous que j'étais le père du garçon ?» Odile ne leva même pas les yeux. « Parce que vous portiez le même silence que lui. » Il resta interdit. Le même silence? Les enfants n'inventent pas la douleur, ils l'apprennent, et souvent ils l'imitent. Quand je l'ai vu, je n'ai pas vu un enfant paralysé, j'ai vu un enfant figé, comme vous. Pierre s'assit sur le tapis, soudain vidé. Il pensa au mois passé sans parler à Thomas, sans même le regarder dans les yeux, à la distance qu'il avait mise entre eux, croyant le protéger, ou se protéger lui-même. « J'ai fui », murmura-t-il. « Vous avez survécu. Ce n'est pas la même chose. Fuir, c'est choisir de ne pas voir. Survivre, c'est rester debout, même sans comprendre. Maintenant, vous êtes revenu. C'est ça, le plus difficile. » Elle rangea les sangles, le carnet, puis ajouta « Mais revenir ne suffit pas, il faut rester. » Ce jour-là, Thomas accomplit un geste nouveau. En s'appuyant sur les bras de son père, il réussit à soulever légèrement son bassin du fauteuil. Cela ne dura que quelques secondes. Mais c'était la première fois depuis l'accident qu'un mouvement volontaire venait du bas de son corps.
Pierre en eut le souffle coupé. Il ne cria pas, ne pleura pas. Il se contenta de poser sa main sur l'épaule de son fils, doucement, comme pour lui dire « Je t'ai vu ». Après la séance, il sortit sur le perron pour prendre l'air. Le ciel était clair, d'un bleu pâle, presque transparent. Il s'assit sur la marche, repensant au premier jour, à Jeanne, à cette rencontre improbable. À Claire, à Paris, qui continuait à lui envoyer des messages brefs, sans émotion. Elle ne posait plus de questions. Elle attendait, ou elle abandonnait. Il ne savait plus. Odile le rejoignit quelques minutes plus tard, traînant légèrement la jambe gauche. Il ne l'avait jamais vue debout. Elle s'assit sur sa chaise bleue qu'elle avait posée près de la porte. « Vous avez été blessé ?» Elle hocha la tête. « Il y a très longtemps. Une chute, pendant une mission humanitaire en Afrique. J'étais kinésithérapeute militaire. On a dit que je ne remarcherais jamais, et c'est presque vrai, je ne marche pas, je m'adapte. Et c'est ce qui vous a poussé à créer votre méthode. » Elle leva les yeux vers lui, amusée. « Ce mot ne veut rien dire, ma méthode, comme s'il s'agissait d'une recette. Ce que je fais, c'est écouter les corps, les laisser parler, et leur répondre. Il n'y a pas de miracle ici, seulement du temps, de l'attention et de l'amour, mais pas celui qui dorlote, celui qui oblige à se relever. » Elle marqua une pause. « C'est pour ça que je vous ai demandé d'être présent. Pas parce que c'est plus efficace, parce que c'est nécessaire. Il doit sentir que vous êtes là, avec lui, pas pour guérir, mais pour traverser ensemble. » Pierre acquiesça. Il comprenait chaque jour un peu plus que le changement ne venait pas des mains d'Odile, mais de cette force qu'elle réveillait en chacun, et que Thomas avait besoin d'une présence, non d'un sauveur. Quelques jours plus tard, alors qu'il rentrait dans la salle pour préparer l'exercice du jour, il découvrit quelque chose de nouveau. Sur un mur autrefois vide, une série de dessins avait été accrochés. Des feuilles de papier simples, coloriées maladroitement. Il reconnut les couleurs de Thomas. Des dinosaures, une grande chaise bleue et un homme en costume qui tenait la main d'un enfant. Leurs deux visages souriaient. Il recula, le souffle court. Ce n'était pas une œuvre d'art, c'était un cri muet, un message. Thomas, lentement, reprenait possession de lui-même. Ce soir-là, Pierre ne rentra pas directement à son logement. Il retourna à la maison au volet vert. Jeanne était dehors, assise sur le vieux banc. Quand elle le vit, elle lui adressa un petit signe. « Il commence à dessiner, dit-il sans préambule. »« Alors il commence à guérir, répondit-elle. » Ils restèrent là, en silence, à regarder le jour tomber. Deux silhouettes liées par un secret que peu comprendraient, et qui pourtant changeait tout. L'aube d'un vendredi froid s'étendait paresseusement sur les toits de Tours lorsque Pierre pénétra dans la salle avec Thomas. Le silence, habituel et presque rassurant, enveloppait l'espace, entrecoupé par les pas feutrés de Pierre et le léger bruit des roues du fauteuil. Odile était déjà là, sur sa chaise bleue, carnet à la main, comme si elle n'avait jamais quitté la pièce. Thomas regardait autour de lui différemment ces derniers jours. Il ne se contentait plus de suivre le programme. Il semblait attendre quelque chose. Une transition imperceptible s'était opérée. Il n'était plus seulement un patient. Il devenait acteur, même si ses gestes restaient hésitants. Son regard s'accrochait aux objets, aux mouvements, aux voix. Pierre sentait que quelque chose approchait. Il ne savait pas quoi, ni quand, mais il le pressentait. L'exercice du jour consistait à manipuler une série d'objets avec les mains tout en maintenant une tension du tronc. Un ballon souple, une corde, un petit panier suspendu. Odile donnait ses consignes à voix basse puis se taisait. Elle ne corrigeait pas immédiatement. Elle observait d'abord. Pierre imitait les gestes, encourageait Thomas sans excès, avec des mots simples, des silences complices. Et puis, au moment de tendre la main vers la corde suspendue, Thomas hésita. Son bras se tendit à moitié, tremblant légèrement. Ses yeux se plissèrent. Et soudain, contre toute attente, il tendit la main vers celle de son père. Non pas pour de l'aide, mais pour la prendre. Volontairement, fermement. Pierre sentit les doigts minuscules s'enrouler autour des siens. Il ne bougea pas. Il ne parla pas. Il laissa faire. Thomas tourna la tête, planta son regard dans celui de son père et murmura « Je veux essayer debout ». Un choc traversa Pierre. Il se pencha lentement, ne sachant pas s'il devait y croire ou craindre une chute, mais Odile, immobile, hocha la tête. « Aide-le à sentir ses appuis. Pas à le porter. » Pierre s'agenouilla,
plaça ses mains doucement sous les aisselles de son fils, sans le soulever. Il l'encouragea à appuyer sur ses pieds, à activer les muscles du bassin. Thomas serra les dents. Son visage rougit. Il poussa sur ses bras, se cambra légèrement. Et pendant 1 seconde, peut-être 2, il fut debout. Ses jambes tremblaient, ses genoux fléchissaient, mais il tenait. Puis il retomba sur le fauteuil. Le silence fut total. Et puis Odile, sans un mot, nota dans son carnet. Pierre regarda son fils, les larmes aux yeux. Thomas souriait. Pas un sourire forcé ou confus. Un vrai sourire plein de victoire, de fierté, de défi. « Tu l'as fait », souffla Pierre. « Je veux recommencer. » Ce soir-là, Claire appela. Elle n'avait pas entendu sa voix depuis plus d'1 semaine. Elle parlait d'un rendez-vous avec un centre spécialisé en Suisse. Une clinique luxueuse, un programme expérimental. Des résultats prometteurs. « C'est notre dernière chance, Pierre. »« Non, Claire, ce n'est pas. Il a été debout aujourd'hui, par lui-même. » Un silence glacial s'abattit entre eux. « Tu te rends compte de ce que tu dis? Tu rejettes une clinique suisse pour une vieille école décrépite avec une femme dont personne ne valide les méthodes. Ce n'est pas une méthode. C'est un lien et ça marche. Pas parce que c'est miracle, mais parce que c'est humain. Tu perds le sens des réalités. Non, je retrouve ce que j'avais oublié. » Elle soupira longuement. Pierre entendit dans son souffle toute la fatigue, la solitude, la colère retenue. « Et moi, Pierre, tu m'oublies dans ce processus. » Il ne répondit pas tout de suite. « Viens voir par toi-même. » Mais elle raccrocha. Le lendemain, Pierre raconta à Thomas la discussion. Le garçon resta silencieux. Puis, à sa manière, il répondit. Il se leva à nouveau. Cette fois, il tenta un pas. L'échec fut immédiat. Il perdit l'équilibre, tomba assis sur les coussins. Mais il rit. Un rire franc, sonore, presque trop fort pour ses petites épaules. Pierre le suivit dans le rire. Ils éclatèrent de rire ensemble, sans pouvoir s'arrêter. Et ce fut ce rire-là plus que le mouvement qui fit venir les larmes à Odile. Silencieuse, elle détourna les yeux, fixa un point imaginaire au plafond, puis soupira. Il est sur le bon chemin. Ce jour-là, elle leur donna congé l'après-midi. Pierre proposa une balade. Ils marchèrent, ou plutôt roulèrent, dans le vieux centre de Tours. Thomas commentait les vitrines, désignait des objets, posait des questions. Il n'était plus ce garçon éteint. Il était un enfant, vivant. Assis à une terrasse, avec un chocolat chaud et une brioche, Pierre le regardait. Il se surprenait à penser qu'il n'était plus coupable. Pas tout, a fait pardonner mais réintégré, dans sa propre histoire, dans celle de Thomas. Au retour, dans la voiture, Thomas s'endormit. Pierre roula lentement, les mains détendues sur le volant. La radio diffusait une vieille chanson française qu'il ne connaissait pas. Il fredonnait. Et pour la première fois depuis des mois, la route ne lui faisait plus peur. Il ne fuyait plus. Il rentrait. Le lundi suivant commença dans un calme apparent, comme tant d'autres matinées à l'école de Tours. Thomas, concentré, poursuivait ses tentatives de se lever et d'effectuer de petits transferts de poids. Il parvenait maintenant à tenir quelques secondes debout, les bras tendus, appuyés contre un mur. Odile continuait à noter chaque détail sans jamais flatter, sans jamais minimiser. Pierre, lui, vivait chaque instant comme un privilège fragile, précieusement suspendu au fil des gestes de son fils. Mais ce matin-là, quelque chose flottait dans l'air, une tension sourde que Pierre ne parvenait pas à identifier. Ce n'est qu'en fin de séance, alors qu'il s'apprêtait à refermer la porte de la salle, que son téléphone vibra dans sa poche. Il hésita, puis répondit. La voix à l'autre bout était tranchante, directe. C'était Marc de Villiers, son ancien associé. « Pierre, on doit parler. Je suis occupé. Je sais où tu es et je sais ce que tu fais. Il y a des gens qui commencent à poser des questions. La presse locale parle déjà d'un miracle à Tours, avec ton nom qui circule. Et tu sais ce que ça veut dire. Pour nos affaires. » Pierre resta silencieux. « Écoute, ce que tu fais là-bas, c'est beau, c'est touchant, très bien, mais ça commence à salir ton image, notre image. Les investisseurs veulent des explications, des garanties. Tu es en train de devenir un symbole de guérison alternative. Tu ne peux pas te permettre ça. Ce n'est pas une guérison alternative, c'est mon fils. Peu importe. Pour eux, c'est un scandale en formation. Ils veulent que tu reviennes, que tu mettes fin à cette histoire. Tu n'as pas besoin de ça, Pierre. Tu as une entreprise, une réputation, un avenir. » Pierre raccrocha sans répondre.
Il regarda Thomas. Le garçon, toujours en sueur après l'effort, souriait faiblement. Il tenait une balle jaune dans la main, la lançait contre le mur, doucement. Pierre sentit un poids familier revenir s'installer dans sa poitrine. Celui du doute. Claire arriva 2 jours plus tard, sans prévenir. Elle entra dans la salle de rééducation, ses talons résonnant sur le sol vieilli, son manteau élégant contrastant avec la simplicité de l'endroit. Thomas la vit et sourit immédiatement. Elle s'agenouilla devant lui, l'embrassa sur le front, puis se redressa, glaciale. « On doit parler, dit-elle à Pierre. » Il sortira dans la cour. Le vent était mordant. « J'ai accepté de te laisser faire ton expérience, mais maintenant, ça suffit. Il progresse, tu l'as vu. » J'ai vu un garçon fatigué, en sueur, en train de tomber dans une pièce sans hygiène, sans sécurité. Ce n'est pas ça, un traitement. Ce n'est pas une clinique. Et justement, c'est ce qui lui fait du bien. Pierre, écoute-moi. J'ai été contacté par un centre suisse. Ils veulent accueillir Thomas. Une prise en charge complète, avec les meilleurs équipements d'Europe. C'est notre chance, la vraie. Ce n'est pas une question de machine. C'est une question d'être là, d'accepter le rythme de notre fils. Non, c'est toi qui as besoin de ce lieu pour te racheter, mais ce n'est pas à lui de porter ton fardeau. Pierre resta sans voix. Claire approcha, plus calme maintenant. Il peut encore bénéficier de soins efficaces, validés, suivis. Si tu refuses, je partirai avec lui. Et tu ne pourras rien faire. Ce soir-là, dans la chambre d'hôte qu'il louait à 2 rues de l'école, Pierre s'assit face à Thomas. Ta mère veut qu'on parte. Pour la Suisse. Des médecins? Une clinique? Thomas détourna le regard. Tu veux y aller? Il haussa les épaules. Son visage s'était refermé. On ne rira plus là-bas. Pierre sentit un frisson lui remonter le dos. Tu sais que je ferai ce que tu veux. Alors je veux rester. Une phrase simple. Claire entra dans la pièce à cet instant précis. Elle avait entendu. Son visage se décomposa, mais elle ne dit rien. Le lendemain, elle repartit pour Paris, sans Thomas. Les jours suivants furent tendus. Les rumeurs sur la méthode Odile avaient désormais franchi les murs de l'école. Un journaliste s'était présenté, cherchant à interroger Pierre. Odile le repoussa sans ménagement. « Ce n'est pas un spectacle, avait-elle dit. Ce n'est pas une exception. C'est un processus. Et ça ne se vend pas. » Mais la machine était lancée. Marc rappela. Il exigea une réponse. « Tu es à 2 doigts de tout perdre. » « Non, Marc. Je suis à 2 doigts de tout retrouver. » Puis, il raccrocha définitivement. Le soir même, Odile lui demanda de rester un peu après la séance. Thomas dormait sur un tapis, épuisé. Pierre s'assit à côté d'elle. Le monde extérieur commence à cogner à la porte. Il cognera de plus en plus fort. Vous n'avez jamais voulu faire reconnaître ce que vous faites. Elle secoua lentement la tête. On ne reconnaît pas ce qu'on ne comprend pas. Et ce que je fais, ce n'est pas une méthode reproductible. C'est une relation, une présence. Chaque enfant est unique. Chaque chemin l'est aussi. Et s'ils insistent, elle tourna vers lui un regard lucide. Alors je partirai. J'ai vécu assez longtemps pour ne pas avoir peur de recommencer ailleurs. Mais toi, Pierre, tu dois choisir. Pas entre 2 traitements, mais entre 2 mondes. Il comprit. Il savait déjà lequel choisir. Les jours devenaient plus courts. Le vent glaçait les matins et mordait les mains. À l'école abandonnée pourtant, le travail continuait. Les progrès de Thomas n'étaient plus seulement des instants isolés. Ils devenaient une succession. Son corps répondait. Il tentait, tombait, recommençait. Et dans chaque essai, il y avait une part de silence réparé. Mais Pierre, lui, portait une autre préoccupation en tête. Depuis la visite de Claire, une pensée revenait sans cesse. Pourquoi Jeanne avait-elle su? Comment cette petite fille à l'allure modeste, au sac rouge râpé, avait-elle eu cette lucidité, ce regard si sûr? Il ressentait le besoin irrépressible de la revoir, non seulement pour la remercier, mais pour comprendre. Il retourna dans le quartier qu'on lui avait indiqué. La maison au volet vert semblait endormie. La vieille dame qui vivait avec Jeanne lui ouvrit encore une fois, un peu plus méfiante qu'auparavant. « Elle est à l'école aujourd'hui, mais je peux lui dire que vous êtes passé. »« Non, je vais attendre. » Elle le regarda longuement puis haussa les épaules, résignée, et referma la porte doucement. Pierre s'assit sur le petit banc rouillé, les yeux perdus dans le jardin en désordre. Il attendit plus d'1 heure.
Puis Jeanne apparut, marchant d'un pas léger, son sac rouge à l'épaule, une mèche de cheveux coincée sous la lanière. Elle s'arrêta en le voyant, surprise mais pas décontenancée. « Vous m'attendiez ?»« Oui, je voulais te parler. » Elle s'assit à côté de lui sans un mot. Il sentit qu'il devait y aller doucement. « Thomas progresse, chaque jour, et je crois que c'est grâce à toi. Tu l'as mis sur ce chemin. » « Je ne l'ai pas mis sur un chemin, je l'ai juste montré. » Un silence s'installa. Pierre observa ses mains, petites, calleuses, aux ongles rongés. « Tu m'as dit qu'Odile t'avait aidé, mais tu ne m'as jamais dit pourquoi tu étais là ce jour-là, devant la clinique. » Elle hésita, puis doucement. « Parce que j'y vais parfois, pas pour moi, pour regarder les autres, pour essayer de voir si quelqu'un me ressemble. » « Tu veux dire des enfants malades ? Non, des enfants seuls. » Pierre sentit un poids dans la gorge. Il se tourna lentement vers elle. « Tu étais seul, toi ? J'ai grandi dans une caravane, avec une mère qui passait son temps à courir derrière des boulots. On a dormi dans des parkings, dans des gares, dans des squats. Je suis tombé d'un échafaudage une fois, en suivant un chat. C'est là que tout a changé, je ne marchais plus. Ma mère a pleuré, crié, supplié, mais elle ne pouvait rien faire. Elle m'a laissé à une assistante sociale, un jour. Puis elle n'est jamais revenue. » Pierre resta figé. Il voulait poser des questions, mais aucune ne semblait légitime. Jeanne continua d'un ton égal. « J'ai été placé dans des foyers, certains bons, d'autres terribles. Puis un jour, une éducatrice m'a parlé d'une vieille dame qui faisait des choses étranges. C'était Odile. J'avais 10 ans. Elle m'a accueilli sans rien demander. Je suis resté. J'ai marché un peu, pas comme avant, mais assez pour apprendre à me tenir droite. Et elle m'a laissé rester. Elle t'a adopté. Pas avec des papiers, mais oui, c'est chez moi maintenant. » Elle regarda le jardin, puis ajouta « Je ne marche pas toujours bien. Parfois je tombe, mais elle m'a appris à me relever et à ne pas avoir honte. » Pierre sentit un mélange de honte et de reconnaissance. « Tu as une force que je n'aurai jamais. » Elle le fixa, presque agacée. « Ce n'est pas une question de force. C'est une question de choix. Tu aurais pu ne pas m'écouter, mais tu l'as fait. Tu as essayé et tu es resté. » Il baissa les yeux puis murmura « Et ton père? Tu sais qui il est? » « Non. Ma mère ne parlait jamais de lui. Je crois qu'elle ne savait pas vraiment. Peut-être qu'elle mentait. Peut-être qu'elle espérait encore. Moi, j'ai arrêté d'attendre. Maintenant, j'aide d'autres enfants à ne pas attendre. C'est pour ça que j'étais devant la clinique. » Pierre comprit. Ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas une coïncidence. C'était une mission que Jeanne s'était donnée. Inconsciemment ou non, elle cherchait à offrir à d'autres ce qu'elle n'avait jamais eu. Et pourquoi Thomas? Pourquoi lui ce jour-là? Elle sourit, faiblement. Il avait ton regard, le même que j'avais vu dans les yeux d'un garçon une fois, un garçon dans un miroir, et je me suis dit, peut-être que lui aussi attend quelqu'un qui ne viendra pas. Alors j'ai décidé de venir. Pierre sentit les larmes monter. Il se leva, les poings serrés. « Tu ne devrais pas avoir eu à faire tout ça. Tu es une enfant. » « J'étais. Maintenant, je suis Jeanne. Et je suis là. C'est suffisant. » Ils restèrent là encore un moment. Puis elle lui lança un regard malicieux. « Tu veux que je vienne un jour à l'école? J'aimerais, mais seulement si tu veux. Je viendrai, mais pas comme élève, comme guide. Thomas n'a plus besoin de moi pour apprendre. Il a besoin de moi pour croire. » Pierre hocha la tête. « Alors tu viendras au bon moment. » Elle sourit. Et ce sourire-là, il le garderait en mémoire pour toujours. Le vent du matin soufflait fort ce jour-là, faisant danser les feuilles mortes autour de la cour de l'école. Le froid s'était installé pour de bon. Mais à l'intérieur du vieux bâtiment, une chaleur étrange régnait. Une chaleur née des petits gestes répétés, des sourires discrets, des silences entendus. Thomas progressait à son rythme, avec une patience qui n'avait rien d'enfantin. Chaque séance était une victoire mesurée, chaque chute une promesse tenue. Odile ne cessait de répéter que la clé n'était pas dans la performance, mais dans l'intention. Et c'est justement cette intention qui, ce matin-là, allait bouleverser l'équilibre fragile de leur quotidien. L'exercice du jour devait se dérouler dehors, dans la cour. Odile, peu habituée à déplacer les séances, avait accepté la demande de Thomas à la veille. Il voulait marcher sous le ciel, pas juste dans la pièce aux murs fatigués. Il voulait sentir le vent, voir les nuages,
respirer autre chose que le parfum de poussière et de désinfectant. Et Pierre avait soutenu cette envie sans réserve. Ils avaient préparé un petit parcours avec des repères visuels au sol, des bandes de tissu colorées, quelques chaises disposées à intervalles réguliers. Thomas observait l'ensemble du tracé, les mains posées sur les accoudoirs de son fauteuil. Il avait l'air grave, trop grave. Pierre s'agenouilla à côté de lui. « Tu n'es pas obligé, tu sais. Je veux essayer, tout seul. » Odile, assise à sa place habituelle, gardait les bras croisés sur son carnet fermé. Elle ne disait rien, mais son regard lui parlait. Pierre se leva. Il savait ce que signifiait ce moment pour son fils. Il le laissa faire. Thomas prit appui sur les poignées du fauteuil, céda des bras, contracta les cuisses. Ses jambes répondirent, tremblantes mais fermes. Il parvint à se mettre debout, lentement, très lentement. Puis, sans prévenir, il fit un pas, un vrai pas. Son pied droit se posa maladroitement sur la bande rouge au sol, puis un deuxième pas, le gauche. Il vacilla, redressa le buste, serra les poings. Le troisième pas fut un peu plus rapide, trop rapide. Il trébucha. Son pied heurta le rebord d'une des chaises. Son corps bascula vers l'avant comme au ralenti. Il tenta de se rattraper, mais ses bras n'étaient pas assez vifs. Il tomba. Le choc fut sourd, sec, brutal. Sa tête frappa légèrement le sol et Pierre courut vers lui, le cœur battant à tout rompre. « Thomas !» Le garçon restait immobile. Il ne pleurait pas. Il avait les yeux grands ouverts, fixant le ciel. Pierre s'agenouilla, le prit doucement contre lui, vérifia chaque membre, chaque articulation. Odile arriva rapide malgré sa démarche incertaine. Elle posa la main sur l'épaule de Pierre. « Laisse-le. Il est tombé. Il aurait... Laisse-le sentir. Laisse-le comprendre ce qu'il vient de faire. » Thomas cligna des yeux. Puis, doucement, il sourit. « J'ai marché. » Sa voix était calme, posée, sans l'ombre d'un doute. Pierre le serra contre lui, les larmes aux yeux. « Oui, tu as marché, mon garçon, tu l'as fait. » Les jours suivants furent intenses. La chute avait laissé une légère contusion à l'épaule, rien de grave. Mais elle avait éveillé une tempête d'émotions, car les examens médicaux, réalisés à la demande d'Odile pour confirmer l'absence de séquelles, révélèrent quelque chose d'inattendu. « Il y a une réponse neuromusculaire », annonça le médecin du centre hospitalier local. « Ce n'est pas juste une impulsion aléatoire. Le système moteur répond. Les connexions sont là, incomplètes, mais actives. » Pierre resta interdit. « Vous voulez dire que... Je veux dire qu'il a peut-être dépassé le stade de la paralysie complète. Il faudra du temps. Beaucoup. Mais oui, il y a un espoir réaliste. » Pierre remercia le médecin, mais au fond, de lui la gratitude allait ailleurs. Elle allait à cette cour, à cette chute, à cette décision absurde de marcher sans aide. Elle allait à Odile et à Jeanne. Il appela Claire le soir même. Il a marché. 3 pas, puis il est tombé. Mais il a marché. Elle ne répondit pas tout de suite, puis la voix serrée. « Et il va bien ? » ?»« Oui, mieux que jamais. Tu sais que tout ça aurait pu tourner au drame. » »« Je sais. Mais il a choisi. Et moi j'ai choisi de le suivre. » Un silence long. Puis elle dit, dans un souffle, « Je veux venir. » Elle arriva 2 jours plus tard. Odile lui parla longuement, à voix basse, dans un coin de la pièce. Claire l'écouta sans intervenir. Elle observa Thomas qui riait avec son père en lançant des balles contre un mur. Elle vit ce qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, un lien. « Je n'ai pas su voir », avoua-t-elle ce soir-là. « Je croyais qu'il fallait sauver. En fait, il fallait juste rester. » Pierre ne répondit pas. Il posa la main sur la sienne. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ne la retira pas. Le lendemain, Odile leur annonça qu'ils étaient prêts pour l'étape suivante. Le protocole change. Il a trouvé sa force. Maintenant, il faut qu'il la partage. Il faut qu'il apprenne à transmettre ce qu'il vit. Comment? En aidant les autres? Pierre fronça les sourcils. D'autres enfants? Oui, mais pas avec moi. Avec elle. Elle désigna la porte. Jeanne venait d'entrer. Le soleil d'hiver baignait la cour de l'école d'une lumière froide et rasante. Jeanne était entrée sans un bruit, comme toujours. Mais cette fois, elle ne portait pas son sac rouge. Elle avait les mains libres, et dans ses yeux brillait une lueur différente, presque adulte. Thomas, toujours assis sur son fauteuil, leva les yeux vers elle, surpris mais heureux. Odile lui avait annoncé que Jeanne allait revenir.
mais il ne s'était pas attendu à la voir si vite. Elle s'approcha, sans dire un mot, se pencha à son niveau et lui tendit la main. « Tu veux qu'on essaye ensemble ?» Il hocha la tête. À partir de ce jour, Jeanne devint une présence quotidienne, non comme patiente, mais comme partenaire, comme passeuse de courage. Elle répétait avec Thomas des exercices qu'Odile leur confiait, elle l'encourageait, le poussait parfois plus que Pierre n'osait le faire. Elle n'était ni douce ni distante. Elle était juste, exigeante, patiente. Une routine s'installa. Claire restait désormais quelques jours par semaine, partageait les repas, participait même à certaines séances. Une forme d'harmonie nouvelle, fragile mais réelle, s'installait. Pierre ne parlait plus de travail ni d'affaires. Il vivait l'instant. Mais un matin, la routine fut brisée. Une voiture noire, brillante, se gara devant les grilles, rouillées de l'école. En descendit une femme élégante, tailleur ajusté, talons hauts, cheveux tirés. Elle tenait une pochette en cuir et un sourire poli. Elle s'annonça d'un ton sec. « Docteur Laurence Vandel, Institut européen de neurosciences. Je cherche Madame Odile Marais. » Pierre, qui installait un tapis dans la salle, s'interrompit. Odile, assise sur sa chaise bleue, ne leva même pas les yeux. « Elle est là, » répondit Pierre. La femme entra, son regard balayant la pièce avec une légère moue de dédain. « Je viens vous proposer un partenariat. Vos résultats commencent à circuler. On parle de vous dans certains cercles. J'ai vu les images du garçon. Ce qu'il fait ici, c'est remarquable. Mais ce n'est rien comparé à ce que nous pourrions faire ensemble. » Odile laissa passer un silence. « Ensemble ? Oui. Nous avons les ressources, les installations, les connexions internationales. Ce que vous faites est fascinant, mais vous restez ici, isolés. L'heure est venue de passer à autre chose, de transmettre, de structurer, de breveter. » Pierre fronça les sourcils. Il comprenait où cela menait. « Vous voulez acheter ce qu'elle fait, dit-il. Pas acheter, valoriser, lui donner une portée, un avenir. » Odile se redressa lentement. Son visage était calme. Elle fixa la femme sans animosité, mais avec une clarté implacable. « Ce que je fais n'est pas à vendre. Vous refusez la possibilité d'aider des milliers d'enfants parce que vous êtes attaché à une ruine? Non, je refuse de transformer la douleur en produit. Ce que j'offre ici, ce n'est pas une méthode. C'est un espace, une relation, un engagement. Et ça ne se dépose pas comme un brevet. » La femme soupira. « Vous savez qu'un autre le fera à votre place? Qu'il le fasse. Ce ne sera pas la même chose. » Elle tourna les talons sans saluer. La voiture noire disparut derrière les platanes. Le silence revint. Pierre s'assit à côté d'Odile. « Vous venez d'envoyer au diable une carrière de légende. Je ne cherche pas une légende. Je cherche à ce qu'un enfant puisse rire en tombant. C'est ça, mon miracle. » Il la regarda longtemps, puis dit presque timidement, « Et si on faisait autre chose? Pas une entreprise, pas un marché, mais un centre, un vrai, gratuit, discret, soutenu juridiquement, financièrement, basé sur vous, pas pour vous vendre, mais pour pérenniser ce que vous faites. » Odile plissa les yeux. « Tu veux créer un centre? Je veux que ce lieu, cette idée survive à vous, sans trahison. » Elle sourit, un peu. « Tu veux me mettre sur une brochure, Pierre? Non, je veux que d'autres enfants trouvent ce que Thomas a trouvé et que d'autres Jeanne y soient formées. » Odile resta silencieuse longtemps, puis elle hocha la tête. « D'accord, mais j'impose une condition. »« Laquelle? » ?»« Jeanne sera la première coordinatrice. Pas payée, volontaire, comme moi, parce qu'elle comprend ce que c'est que d'attendre seule. » Pierre se tourna vers la jeune fille. Elle s'approcha incertaine. « Tu acceptes ?» demanda Odile. Jeanne hésita. Puis elle répondit, la voix assurée. « Oui, mais je veux qu'on continue à marcher avec eux. Pas devant eux. »« Toujours, » dit Odile. Ce jour-là, un acte fut signé. Un accord entre une femme sur une chaise, un homme qui avait appris à redevenir père et une enfant devenue guide. Le centre Jeanne-Odile fut imaginé autour de cette idée. Offrir à ceux qui n'ont plus rien l'espace pour se relever, sans miracle, sans spectacle, juste avec le temps. Et une main tendue. L'hiver toucha à sa fin lentement, comme s'il avait compris que quelque chose devait s'épanouir. Les bourgeons apparurent sur les branches nues, les fenêtres de l'ancienne école furent lavées, repeintes, et la poussière des années balayée pièce par pièce.
Le centre Jeanne-Odile naissait sans cérémonie, comme un secret que l'on partage en silence. Aucun discours, aucune publicité, juste des gestes concrets, des mains volontaires, des voix qui s'apprivoisent. Thomas, maintenant âgé de 9, 15, ne se reconnaissait plus dans les photos de lui prises quelques mois plus tôt. Ce garçon figé, éteint, assis sans force, lui paraissait étranger. Ses muscles restaient faibles, ses gestes parfois imprécis, mais son corps lui appartenait de nouveau. Ce matin-là, dans une salle remplie d'enfants venus de toute la région, Thomas s'apprêtait à faire ce qu'il n'avait encore jamais fait devant d'autres, marcher. Pas seul, pas librement, mais debout. Appuyé sur une canne légère, les genoux tremblants, il avançait lentement sur un tapis coloré. Un pas, puis un autre. Ses yeux fixés sur une cible invisible, ses bras légèrement écartés pour maintenir l'équilibre. Claire, assise au premier rang, avait les mains jointes contre sa bouche, retenant ses larmes. Pierre, debout derrière elle, filmait, incapable de détourner le regard. Jeanne, à ses côtés, observait sans un mot, les poings serrés. Et puis, au troisième pas, Thomas s'arrêta, leva les yeux et chercha Jeanne du regard. Elle s'approcha doucement. « Tu veux que je vienne ?»« Non. Reste là. Regarde. » Et il fit un quatrième pas, seul, puis un cinquième, avant de tomber doucement dans les bras tendus de Pierre. La salle resta silencieuse une seconde, puis un souffle parcourut la pièce, un souffle retenu qui se relâchait, un soulagement partagé. Pas d'applaudissements, pas de cris, juste une émotion dense, profonde, un moment pur. Le centre fut officiellement inauguré la semaine suivante. Les murs avaient été repeints, les anciens tableaux noirs restaurés en panneaux pédagogiques. Un petit auditorium avait été aménagé dans l'ancienne salle des professeurs, désormais dédié aux familles, aux rencontres, aux récits. Aucun drapeau, aucune fondation célèbre n'était mentionnée, juste 2 noms, gravés sur une plaque de bois brut, Jeanne et Odile, pour ceux qui marchent autrement. La presse avait fini par découvrir l'histoire. Mais Pierre, cette fois, ne se cacha pas. Il accepta de raconter. Il demanda seulement une chose, que l'on parle de tous. Pas seulement de son fils, de Jeanne, d'Odile, des autres enfants, des bénévoles, des parents, de ceux qui avaient reconstruit l'école avec leurs mains, leurs outils, leur foi discrète. Un grand journal publia un reportage intitulé « Les pas qu'on n'attendait plus ». Il y était question de persévérance, de méthodes alternatives, mais surtout de liens. Le centre reçut des lettres de toute la France, des parents, des enseignants, des thérapeutes. Certains proposaient leur aide, d'autres leur écoute, quelques-uns leur silence respectueux. Jeanne, désormais 12 ans, fut invitée à parler lors de la petite cérémonie d'inauguration. Elle refusa d'abord, puis accepta à une condition, qu'Odile soit assise sur sa chaise bleue juste en face d'elle. Ce jour-là, elle monta sur l'estrade improvisée, vêtue d'un simple gilet et de son éternel sac rouge. Elle prit une grande inspiration, puis parla d'une voix ferme. « Je ne suis pas guérie. Je ne marcherai jamais comme avant. Mais j'ai appris à avancer. Ce lieu, ce centre, c'est pour ceux qui, comme moi, pensaient qu'ils resteraient derrière. Il n'y a pas d'élite ici, pas de miracle, juste du travail, de l'écoute et une promesse. Personne ne sera oublié. » Thomas l'écoutait, assis au premier rang. Il comprenait chaque mot. Ce n'était pas un discours, c'était une invitation. À la fin de la cérémonie, une surprise attendait Jeanne. Un des bénévoles, un ancien ébéniste, lui remit une boîte en bois clair. À l'intérieur, soigneusement rangée, se trouvait une nouvelle version de son vieux sac rouge. Réparé, doublé, brodé à la main avec une phrase « Celle qui a su voir ». Jeanne sourit, émue mais contenue. Elle posa le sac sur son épaule comme si rien n'avait changé. Et pourtant, tout avait changé. Ce soir-là, après le départ des visiteurs, Pierre s'attarda seul dans la salle de rééducation. Il observait les objets, les tapis, les cordes, les miroirs. Il pensait à l'homme qu'il était quelques mois plus tôt, à celui qui avait tourné le dos, à celui qui avait fui, et il murmura « Merci ». Une voix lui répondit derrière lui « Ce n'est pas fini, tu sais. C'était Odile assise dans l'ombre. Je sais, ce garçon aura encore des chutes, des colères, des renoncements. Et je serai là, dit Pierre. Elle sourit presque imperceptiblement. Alors il marchera. » Dans le couloir, Thomas riait avec Jeanne.
Des éclats de voix, des bribes de jeu, des promesses d'avenir. Le lendemain, les séances reprendraient. D'autres enfants viendraient. D'autres histoires commenceraient. Mais celle-ci, presque, touchait à sa fin. Le printemps était arrivé sans faire de brut. Les cerisiers du jardin de l'école, miraculeusement sauvés par les bénévoles, fleurissaient désormais comme des témoins discrets d'une métamorphose. Les murs anciens, restaurés avec soin, portaient encore les cicatrices du temps, mais semblaient tenir debout par pure volonté. À l'intérieur, les couloirs résonnaient de pas, de rires, de voix. Ce lieu naguère abandonné vivait. Et en ce jour particulier, il s'apprêtait à vivre plus fort encore. Une petite scène avait été montée dans la salle principale du centre. Une soixantaine de chaises en bois accueillèrent des familles, des anciens patients, des enfants encore en traitement, des voisins, des journalistes, des inconnus venus de loin. L'air sentait la craie et la lavande, une combinaison improbable mais apaisante. Pierre, vêtu simplement, marchait lentement entre les rangées, saluant ceux qu'il reconnaissait. À son bras, Thomas. Il ne tenait plus de canne. Il avançait sans appui, les jambes encore incertaines, mais porté par une détermination claire. Chaque pas semblait une victoire sur l'impossible. Claire, assise au premier rang, tenait entre les doigts un mouchoir froissé. Jeanne, debout près de la scène, regardait la foule avec calme. Odile, quant à elle, était à sa place habituelle. La chaise bleue, légèrement inclinée, trônait à l'extrémité de la pièce. Elle ne disait rien. Elle observait. Quand tout le monde fut assis, un silence dense s'installa. Jeanne prit la parole la première. Ce centre est né d'un pas, puis d'un autre, et d'un autre encore. Mais avant les pas, il y a eu un regard, une écoute, une confiance. Ce que nous fêtons aujourd'hui n'est pas une victoire sur une maladie, c'est la victoire du lien. Elle se tourna vers Thomas, lui fit un signe. Le garçon inspira profondément, puis se leva. Il s'approcha du petit micro installé au centre de la scène. Un souffle d'inquiétude traversa la salle. Il avait encore du mal à parler en public. Depuis son accident, sa voix n'avait plus jamais été entendue par un auditoire. Il posa les deux mains sur le pupitre, leva les yeux, puis murmura d'une voix à peine audible « Merci ». Un silence tendu. Puis il reprit un peu plus fort « Merci à la fille au sac rouge ». Les larmes montèrent aussitôt. Pierre, debout au fond de la salle, sentit son cœur se serrer. Il sortit doucement de la poche intérieure de sa veste un petit papier froissé. Le billet, celui que Jeanne avait glissé des mois plus tôt, celui qu'il avait oublié, puis retrouvé. Il le serra entre ses doigts. Thomas poursuivit, d'une voix plus assurée maintenant. Elle m'a vu quand je n'étais plus là. Elle m'a parlé quand je ne savais plus écouter. Elle m'a montré où aller. Jeanne baissa les yeux, bouleversée. Odile murmura pour elle-même, assez fort pour que Pierre l'entende. C'est lui qui a choisi de se lever. Thomas sourit. Puis, lentement, comme si le geste était chorégraphié avec soin, il descendit de la scène, fit 3 pas, s'arrêta. La salle entière retenait son souffle. Il tourna vers son père un regard brillant. Pierre s'avança, posa sa main sur son épaule. Puis l'enfant reprit sa marche, un pas après l'autre. Vers la sortie, vers l'avenir. Le public se leva. Pas d'applaudissements tonitruants. Juste un long murmure d'émotion. Une reconnaissance muette. À la sortie, une vieille dame s'approcha de Pierre. Elle portait un châle brodé et une expression douce. « Monsieur le moine ? Oui, je voulais vous dire, ce que vous avez fait ici, ce n'est pas rien. Vous avez transformé une douleur en passage, et ça reste. » Pierre la remercia sans savoir que répondre. Il resta dans la cour après le départ des invités. Le vent portait des voix d'enfants, des éclats de jeu. Il s'assit sur un banc, seul. Jeanne le rejoignit. Il a parlé. Devant tout, le monde. Il a parlé, oui. Elle regarda les cerisiers, songeuse. C'est étrange, non? On oublie souvent que les enfants ne demandent pas qu'on les sauve, juste qu'on les regarde. Tu lui as donné bien plus que ça, Jeanne. Il a pris ce qu'il fallait. Le reste, c'est lui qui l'a construit. Elle se leva, serra brièvement la main de Pierre et s'éloigna. Odile, encore assise, regardait le ciel. Pierre s'approcha d'elle. « Merci, dit-il. »« Je n'ai rien fait, répondit-elle. J'ai juste tenu la porte. Et si je vous demande ce que vous allez faire maintenant ?» Elle sourit. « M'asseoir. Regarder, peut-être écrire, ou peut-être me taire. » Le silence aussi guérit. Il la laissa là, dans sa chaise bleue, comme un phare tranquille. Et lui, Pierre, ancien homme d'affaires, ancien père absent,
comprit enfin ce qu'était devenir un père présent. Ce n'était pas tout réparer. C'était rester, traverser, écouter, porter sans écraser. Le silence qui l'avait enveloppé pendant des mois n'existait plus. Il était remplacé par une mélodie faite de pas incertains, de voix neuves, de rires retenus, par la vie dans toute sa fragilité. Et ce fut ainsi que l'histoire se termina, non pas sur un miracle mais sur une marche, pas une marche triomphante, une marche humaine.